C'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart, chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h, et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h, rediffusée à 20h sur Bismart TV, émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition, ce soir, des marchés toujours entre deux eaux et qui vont terminer à nouveau une semaine de consolidation à plat. C'est très visible sur les indices européens qui ont perdu un peu de momentum peut-être ces dernières semaines. Les derniers records historiques du CAC 40 datent de fin avril désormais. On se maintient quand même sur des niveaux de prix élevés, hein, plus de 7200 points pour l'indice parisien. On voit en revanche une dynamique toujours positive sur les indices actions américains, emmenés par ce groupe de valeurs technologiques dopé par le thème de l'IA générative et qui permet au S&P 500 de franchir en ce moment même le seuil des 4300 points, le S&P qui rejoint enfin donc toute une série d'indices qui ont déjà rebondi de plus de 20% par rapport à leur point bas. C'est déjà le cas en Europe depuis un moment pour l'Eurostoxx, pour le Stoxx 600, pour le DAX, pour le CAC 40. C'est le cas également pour des indices majeurs en Asie comme le Nikkei ou encore le Kospi. Et donc désormais le S&P 500 techniquement est 20% au-dessus de ses points bas d'octobre 2022. Dans les phénomènes de marché qu'on observe depuis quelques séances, difficile d'en tirer une tendance, on notera quand même des fractures qui tendent à se résorber. Ainsi, on voit les petites capitalisations boursières retrouver peut-être un peu d'intérêt de la part des investisseurs en relatif par rapport aux grandes capitalisations boursières. Et puis, on a vu également les actifs émergents se tenir un peu mieux ces dernières séances, avec même une tentative de rebond peut-être pour les actions émergentes, à commencer par les actions chinoises. La Chine qui est désormais le seul trou noir mondial où il n'y a pas d'inflation. Quand je dis pas d'inflation, c'est 0% d'inflation sur un mois, 0% d'inflation sur un an. Effectivement, on connaît les problèmes structurels du modèle économique chinois, mais c'est vrai que cette situation est quand même frappante dans un monde en 2023 qui est un monde plutôt marqué par l'inflation. Même le Japon est plus inflationniste que la Chine aujourd'hui. On posera la question à nos invités de Planète Marché dans un instant. Et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, le quart d'heure thématique, comme une fois par mois, nous faisons le point sur la dynamique de l'industrie ETF à travers les flux de collecte des dernières semaines ou encore les dernières tendances en matière de lancement de nouveaux produits. Et c'est le directeur de la gestion de Yomoni, Olivier Malteste, qui sera avec nous en plateau à partir de 17h45. Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture d'émission, les infos clés de marché avec vous, Alix Nguyen. Les séances se suivent et se ressemblent du point de vue indiciel. C'est le calme plat sur les marchés en cette fin de semaine. Et oui, c'est le traditionnel moment prudent à une semaine des réunions, les 13 et 14 juin, de la Fed, de la BCE et de la Banque du Japon. En attendant, on apprenait ce matin que la Banque centrale russe maintient une nouvelle fois son taux directeur à 7,5% comme depuis septembre dernier. La chute du jour revient au Britannique Croda. Cela fait suite à un avertissement sur sa prévision de bénéfices annuels. Le compartiment de la chimie accuse la plus forte baisse du Stoxx 600. Dans son sillage, Givaudan, BASF, Arkema et Solvay sont dans le rouge. Edenred avance légèrement. Le spécialiste des titres de paiement fera son entrée au sein du CAC le 19 juin. Vivendi quittera l'indice le jour même. Dassault Systèmes recule. L'éditeur de logiciels vise pourtant à horizon 2028 une croissance à 2 chiffres de son chiffre d'affaires et un doublement de son bénéfice net par action. Les autres valeurs technologiques restent entourées après la progression d'1% du Nasdaq hier. Téléperformance monte, ST Microelectronics aussi. Du côté des valeurs à suivre à Wall Street, après Ford, General Motors va à son tour adopter le système de charge de véhicules électriques de Tesla. General Motors est en nette hausse, Tesla aussi. ChargePoint et EVgo, deux gestionnaires de bornes de recharge, reculent fortement. Et puis Netflix grimpe selon une information du Wall Street Journal. Les restrictions sur le partage de mots de passe n'ont pas ralenti les abonnements. Au contraire, ils sont en augmentation. On termine avec un mot sur les devises. Le dollar reprend des couleurs. Hier, il chutait, notamment face au yuan. L'inflation quasi nulle en Chine laisse présager une politique monétaire souple. Tendance, mon ami, chaque soir, le résumé de la séance, les infos clés du jour avec Alix Nguyen dans Smart Bourse sur Bismart.
3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Xavier Patrolin est avec nous, le président d'Albatros Capital. Bonsoir Xavier. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Merci à Wilfried Galland d'être avec nous également en plateau. Bonsoir Wilfried. Bonsoir Grégoire. Directeur stratégiste chez Montpensier Finance. Et à nos côtés également Axel Bott, directeur de la stratégie marché d'Ostrom Asset Management. Bonsoir Axel. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Le thème de la pause, effectivement, à quelques jours des prochaines décisions de la Réserve fédérale américaine, notamment la BCE et la Banque du Japon rendront également leurs décisions et leurs vues sur la situation conjoncturelle, notamment la semaine prochaine. Si on prend l'idée de la pause telle que défendue par Jérôme Powell il y a un peu plus d'un mois, le concept, ou en tout cas l'interprétation du concept a évolué quand même ces dernières semaines. Axel, qu'en est-il pour la semaine prochaine et le meeting suivant? Et puis si les banques centrales sont très data dépendantes, ce qu'elles nous disent, en tout cas, on peut ne pas s'interdire de réfléchir à ce qui arrive devant nous quand même en matière de conjoncture. À la rentrée, notamment, ça peut éclairer peut-être les termes de la discussion la semaine prochaine au sein des comités de politique monétaire des banques centrales. Et entre maintenant et la rentrée, il y a toujours cette réunion de Jackson Hole qui peut être justement le moyen de communiquer une nouvelle orientation s'il y a lieu. En tout cas, pour le meeting la semaine prochaine, je pense qu'effectivement, le consensus sur une pause, c'est assez fort. Il regroupe Philip Jefferson, donc vice-président de la Fed, Jérôme Powell, bien sûr, John Williams, de la Fed de New York. C'est quand même le corps du FOMC qui semble être accordé sur une pause. Mais c'est une pause avec un biais qui sera probablement restrictif, compte tenu des dernières données, notamment de déflateurs sous-jacents, donc le core PCE, qui a été plutôt révisé en hausse ces derniers temps. Le niveau de l'emploi, toujours soutenu, un chômage qui, malgré la dernière remontée, reste sur des niveaux extrêmement faibles. Et puis ça reste une machine à créer des jobs. Et donc dans ce cas-là, on peut probablement espérer une légère décélération des salaires, mais elle restera trop modeste pour changer la donne du point de vue de l'inflation sous-jacente. Donc ils resteront sur ce credo-là, la pause pour avoir un petit peu plus de données, mais on n'exclut pas éventuellement de reprendre le cycle monétaire, comme ça a été le cas pour l'Australie, ça a été le cas au Canada. Donc on a en plus des exemples qui désormais laisse entendre que la pause n'est pas le signal d'une future baisse, en fait. C'est une situation qu'on peut projeter même un peu au-delà des prochains mois et des prochains trimestres. Enfin, l'idée de se dire qu'on est peut-être dans un monde à confirmer, bien sûr, mais où la politique monétaire, où la balance de la politique monétaire sera toujours un peu plus tiltée vers le haut, vers le restrictif, que ce que ça n'a été au cours des dernières années et du cycle précédent. Quand bien même il y aura un moment peut-être des baisses de taux, il y en aura peut-être moins vite, moins fort peut-être que ce qu'on aurait pu imaginer, en tout cas dans le cycle et les conditions du cycle précédent. Oui, je pense que c'est le cas, effectivement. C'est-à-dire que la baisse cyclique de l'inflation qu'on voit très bien se dessiner aux États-Unis ne sera pas l'élément déclencheur du cycle de baisse de taux. Il y aura toujours cet élément en filigrane qui est qu'on a quand même changé de monde du point de vue des risques de l'inflation et des risques qu'on négligeait il y a quelques années qui se sont matérialisés. Du côté de la Fed, en plus, il y a ce signal un petit peu peut-être problématique pour la Fed du côté du logement. C'est-à-dire que depuis quelques temps, depuis 6 mois maintenant, on a en fait une stabilisation, voire une légère remontée des prix du logement. C'est un secteur qui est évidemment éminemment sensible à la politique monétaire et ça peut justifier de prolonger au moins le statu quo, voire des taux élevés pendant un peu plus longtemps, indépendamment de ce qui se passe par exemple sur le prix des biens, qu'on voit bien qui va forcément décélérer. Mais cette composante de service va très probablement maintenir le corps longtemps au-dessus de 4%. Et donc ça, c'est effectivement une des raisons pour laquelle la Fed aura probablement une inclinaison plutôt restrictive pendant assez longtemps, et pour vraiment s'assurer qu'on revient vers un niveau d'inflation, disons, probablement du même ordre qu'avant la crise Covid, c'est-à-dire autour de 2%, avec une relative stabilité, une prévisibilité très bonne en fait de la dynamique des prix. Et je pense que ça vaut le coup pour la Fed de prendre un petit peu d'assurance et de maintenir des taux réels relativement élevés pendant une période, même pendant cette fin de cycle, de façon à s'assurer qu'il n'y ait pas de retour de l'inflation trop précoce, qui les forcerait en plus à réactiver un cycle de hausse peut-être
très méchant celui-là pour le coup. Ouais. Oui, effectivement. Alors là, qui serait un sacré scénario adverse, pas du tout pricé aujourd'hui par les investisseurs. Ça fait des mois qu'on dit qu'on est dans le fine-tuning en matière de politique monétaire. Bon, mais c'est le cas, évidemment, mais on voit bien la difficulté du réglage final. C'est quoi le risque d'erreur à ce stade pour vous, Wilfried? Est-ce que c'est le risque de faire... emballé par la situation, la hausse de trop, le 25 ou 2 fois 25 de trop, ou est-ce que le risque, c'est de se dire, on prend le temps de regarder ce qui se passe et de se retrouver à un moment, non plus à devoir discuter peut-être de 25, mais de 50. C'est Larry Summers qui dit ça. Hein. Moi, je pense que l'erreur de politique monétaire, elle a déjà été faite, en fait. Donc, on est. Dès le départ. Non, je pense que compte tenu du taux de croissance potentiel des économies, on est déjà monté beaucoup trop haut et beaucoup trop fort en termes de taux. Et je pense que, enfin, en tout cas dans l'histoire, les banques centrales, contrairement à ce qu'on peut dire sur beaucoup de plateaux de télévision, se sont toujours couchés très très vite lorsque le cycle se retourne, très très vite. Hein. Donc ils ont beau avoir dit dans le passé, vous allez voir ce que vous allez voir, dès que le cycle se retourne fortement, les banques centrales craquent très très rapidement. C'est pour ça que le marché aujourd'hui nous dit on va avoir des baisses de taux relativement rapides. C'est historiquement ça. Donc la vraie question qui se pose, c'est à quelle vitesse est-ce que le cycle peut se retourner? C'est-à-dire si effectivement on a une croissance relativement résiliente, et la question qu'on a aujourd'hui profondément et qui est assez déstabilisante, c'est que on voit une différence entre les indicateurs soft et les indicateurs hard. C'est-à-dire les indicateurs soft sont extraordinairement récessifs. Quand on regarde par exemple l'indicateur ISM manufacturier nouvelle commande à 42, mais 42, on est au niveau le pire qu'on avait pendant la pandémie et en 2009. Donc on est à des niveaux récessifs considérable aux États-Unis. Ouais, ça tombait même à 30. Oui, alors on est. Mais par rapport à 2008-2009, j'allais dire, c'est encore un cran. Non, mais en tout 42, on serait sur des récessions extraordinairement fortes. Et si on est sur des récessions fortes, là, je vous prie de croire, là, on peut se retrouver juste après. Il n'y a pas de problème, la Fed craquera. Si on est sur ce niveau de récession, il n'y a pas de problème, la Fed craquera. Le sujet, c'est véritablement ça, parce que au dehors des indicateurs soft, je pourrais parler aussi d'indicateur du Michigan pour les ménages, il y a beaucoup de choses. Les indicateurs en revanche plus durs tiennent plutôt pas mal. Mais oui. Ça tient plutôt pas mal. Et donc si effectivement on est sur des indicateurs qui tiennent et sur effectivement des cycles économiques qui changent un peu avec... Pourquoi pas la possibilité d'avoir des élasticité prix qui ont changé dans l'économie, donc avec la possibilité de piloter de façon beaucoup plus fine les marges et donc d'avoir des pressions inflationnistes qui se déclenchent régulièrement, là tout est possible. Mais moi, mon sentiment, c'est que on a aujourd'hui des tendances qui sont déflationnistes dans l'économie mondiale. Quand on regarde les prix à la production en Chine, là on n'est pas dans le flat, on est dans le moins 4%. Quand on regarde les prix à la production en Allemagne, on est dans le négatif. Et on est négatif depuis plusieurs mois déjà, depuis 3 mois. Donc c'est véritablement un sujet. Je pense qu'on a, à mon sens, déjà ralenti très fortement la dynamique mondiale. Et donc par rapport à ça, la pause est absolument nécessaire. Elle arrive peut-être déjà trop tard. Et que je ne vois pas du tout un nouveau cycle de hausse se déclencher. Les deux exemples qu'on mentionne, c'est-à-dire l'Australie et le Canada, je rappelle que ce soit la monnaie australienne et la monnaie canadienne, sur un an, sont en perte d'à peu près 5% ou 6% par rapport au dollar, ce qui n'est pas du tout le cas du dollar-euro, et encore moins du dollar qui s'en fiche complètement, puisque c'est lui la référence. Donc, tant qu'on a une stabilité monétaire de la part des deux grandes zones, c'est véritablement le cycle qu'on va regarder. Si le cycle baisse, je pense qu'on ne remontera pas les taux. Alors, que le cycle puisse baisser un peu, pourquoi pas, mais pourquoi est-ce qu'il se retournerait fortement là ? Parce que là aussi, quand on regarde le niveau à la fois par exemple, si vous regardez la masse monétaire aux États-Unis, M1, M2 et M3, quand vous agrégez les données de crédit, est en train de baisser à toute vitesse. Enfin, c'est un effondrement. Boum. Non mais quand vous regardez dans l'histoire le décalage, quand vous superposez les courbes avec un peu de décalage entre les évolutions des masses monétaires et les évolutions de l'activité, en général c'est pas joyeux dans ce cas-là. Il y a pas mal d'éléments qui sont un petit peu inquiétants. Donc effectivement, si les données dures continuent à résister, là il n'y a pas de problème parce que l'emploi continue à résister. Voilà, il y a des éléments de résistance. Je pense quand même qu'on est allé, en termes monétaires, je pense qu'on est allé un peu loin. Xavier. Non, moi, j'ai pas de questions. Si, vos commentaires. C'est la discussion. Moi, j'ai un avis légèrement différent de celui de Wilfried, parce que je pense que si elles ont commis une erreur, les banques centrales, c'est qu'elles s'y sont pris trop tardivement. Est-ce qu'elles sont allées trop loin aujourd'hui ? J'ai pas le sentiment. Je pense qu'au contraire, elles sont encore très stimulantes.
La BCE est très stimulante, la Fed est, on va dire, quasi neutre. De mon point de vue, hein. Moi je fais des petites modélisations sur les courbes de réaction sur le passé à partir de la core inflation et j'ai l'impression qu'on est en territoire de relative neutralité. Et là, il faut peut-être entrer dans une spécificité du cycle actuel. C'est les marchés du travail qui sont totalement singuliers depuis peut-être pas l'après-guerre, oui, depuis l'après-guerre. C'est-à-dire une situation de pénurie. Le marché américain, je rappelle souvent ce chiffre, on peut le réactualiser quasiment tous les mois. Aujourd'hui, un chômeur rencontre 1,7 offres d'emploi. Dans les 20 dernières années, c'était entre 0,2 et 0,8, donc disons 0,5. Donc ça veut dire que la politique monétaire, à ce stade, malgré ce que tu dis, n'a zéro prise sur la structure du marché du travail. Je ne suis pas d'accord avec ça. Mais bah ouais, vas-y, Xavier. Tu vois, et donc, je pense que... et d'ailleurs, d'où la dualité industrie-service. On a certes une récession industrielle à l'échelle mondiale, et d'où l'évolution des prix, mais sur les services, pour l'instant, pas du tout. Alors après, il faudrait rentrer dans une analyse fine au moment du Covid, avec ce décalage entre les biens manufacturés, le décalage sur les services, donc peut-être... Mais enfin, il y a probablement des éléments structurels qui font que ça risque de contraindre ce que tu disais tout à l'heure, Alex. Je pense que ça va contraindre les banques centrales sur le moyen terme. Elles vont devenir plus restrictives parce que, à mon avis, l'objectif d'une inflation aux alentours de 2%, à cette heure est quasi inatteignable, que ce soit aux États-Unis ou en Europe. C'est pas ce que dit le marché obligataire des indices d'inflation. Hein, il donne quitus. Moi, je pense que c'est un objectif totalement inatteignable. Et donc, marquer une pause aujourd'hui, pour en revenir à ta question sur la Fédérale Réserve, elle le fait parce qu'il y a eu un stress bancaire. Oui, c'est déjà une bonne raison. Oui, absolument. L'histoire montre aussi que les stress bancaires... C'est un signe de prudence. Oui. Mais sans le stress bancaire, je pense qu'elle aurait continué ces petits mouvements. Alors, la veille de SVB, il nous dit on va à 6. Hein, voilà, c'est ça. Si moi, j'arrive exactement à 6. 6, on est en territoire bien restrictif. Donc là, il est en territoire de neutralité parce qu'il ne sait pas dans quel sens ça va partir. Pour la BCE, là, pour le coup, est très en retard. D'ailleurs, on pourrait... À moyen terme, si on reste sur ce profil de comportement de la Banque Centrale Européenne, on peut s'attendre à ce qu'il y ait un niveau d'inflation à moyen terme, pour d'autres raisons d'ailleurs, plus élevé en zone euro qu'aux États-Unis dans la décennie qui vient. Là, c'est possible. Alors, tu me diras, tant mieux, Dieu soit loué, parce qu'on a beaucoup de dettes souveraines. C'est-à-dire que l'écart qu'on avait en tête en matière de politique monétaire est déjà beaucoup plus réduit que ce qu'on prévoyait au départ. Non, mais il ne faut pas oublier non plus, alors vous le dites, hein, très bien, mais le stress financier, c'est quand même un stress dans la chaîne de crédit, c'est un durcissement, ça équivaut à un X hausse de taux. La politique quantitative ou la réduction de la politique quantitative, c'est aussi X hausse de taux. Les émissions du Trésor qui vont quand même assécher un peu plus de liquidité en quelques mois, c'est aussi X hausse de taux, etc. Non, mais moi je pense qu'il faut faire des petits pas. La stratégie des petits pas est la bonne parce qu'il ne faut pas être éléphant dans le magasin de porcelaine. Et on ne sait jamais. Donc il y a des variables, des facteurs d'incertitude. Mais globalement, on est dans une conjoncture qui est totalement singulière. Cette dualité entre industrie et services, pour l'instant, ne montre aucun signe de faiblesse. Que ce soit sur le soft ou sur le hard, sur les données soft ou hard. On est à 50 sur les services, c'est pas non plus dingue. Oui, mais enfin quand même. ISM Service c'est à 50,9. Oui, mais cet écart entre a rarement été, on l'a vu par le passé, mais est rarement aussi marqué. Et donc, moi je pense qu'il ne faut pas s'arrêter, sinon on risque d'avoir une... Alors par contre, là où tu as tu as sans doute raison, c'est que quand on a des acteurs qui ont un niveau d'endettement élevé, et c'est la situation actuelle, on peut s'accorder là-dessus, il y a toujours le risque de la debt deflation, c'est la déflation par la dette. C'est-à-dire qu'à un moment, si cette accumulation de dette n'a pas comme sous-jacent une croissance économique pour les États, donc des recettes fiscales, ou pour les entreprises, un cash flow, un chiffre d'affaires, des marges, et bien à ce moment-là, tu as une phase d'ajustement qui peut devenir déflationniste pour le coup. Et donc ça, c'est cet équilibre-là qu'il faut pas qu'il y ait une rupture. Donc la stratégie des petits pas est la bonne, mais dire qu'elles ont été trop loin, non, moi je pense pas. Alors, Wilfried, il y a débat. Un mot, et puis Axel. Oui, enfin voilà, on va pas épiloguer dessus. Non, mais si, parce que ça montre bien les positions très différentes qu'il peut y avoir aujourd'hui dans le marché. J'ai l'impression que je trouve qu'on est déjà en territoire très restrictif. Chacun est conforté dans ses convictions par la série de données ou le flux de données qu'on peut suivre. Je pense que chacun à un moment donné doit avoir une
conviction bien sûr. avec Non, mais bien sûr, bien sûr. les doutes qui Oui. sont associés à sa conviction. Enfin, je pense que je ne connais pas personne qui dise, en tout cas de sérieux, qui dit je suis sûr à 100% de mon bien scénario, hein, évidemment. Il y a énormément de questions et Et je trouve que les d'incertitudes qui sont positions attachées à sont ça. encore très tranchées et que chacun, de part et d'autre, peut être conforté. La lecture macro est difficile. On Exactement, peut trouver plein d'indicateurs Absolument. avancés négatifs et se rassurer en regardant un peu dans le rétro et en se disant bah oui, c'est très négatif devant, mais à chaque fois derrière, c'est un peu plus positif. Je pense qu'un des points, un des points centraux, d'attention, c'est qu'il est très difficile de savoir précisément qu'est-ce qu'est l'inflation sous-jacente. C'est-à-dire que tout repose en termes de scénario macroéconomique, de niveau de restrictif, de niveau de position restrictive des taux, sur cette notion véritablement de déflateur en termes d'inflation sous-jacente. Et même les banquiers centraux, quand on les interroge de façon pointue et récurrente dessus, c'est pas très clair, puisqu'au début, ils se ressentent sur l'inflation justement cœur, mais en disant, ah ben non, finalement, c'est pas l'inflation cœur, et c'est absolument pas clair. Là, on arrive quand même, c'était, je sais plus quel banquier central, qui avait dit, c'est l'inflation corps, service, ex-shelter. Là, oui, c'est du super corps, chacun sa petite mesure. Et donc la question, c'est effectivement ça. C'est est-ce qu'on a effectivement une véritable notion? Est-ce qu'il faut se fonder tout simplement sur l'inflation pure et derrière effectivement définir? Moi, je pense qu'effectivement, on a des niveaux de ce point de vue-là déjà très restrictif. C'est d'ailleurs ce qu'a dit James Bullard. James Bullard est quand même le chef de file des Faucons qui a dit on est dans le bas du range suffisamment restrictif pour l'économie américaine. Donc même lui assure quand même qu'on est déjà dans un territoire restrictif. Moi, je pense qu'on est trop restrictif. Xavier pense qu'on n'est pas suffisamment restrictif. Mais la question, c'est effectivement qui tourne autour, tous les débats, je pense, tournent autour de cette fameuse notion d'inflation sous-jacente. Est-ce qu'on a ça? Est-ce qu'on ne l'a pas? Et l'avenir nous le dira. Mais moi, je pense qu'on est effectivement relativement bas. Axel, vos commentaires et la question zone euro, est-ce que le problème d'inflation en zone euro, la dynamique, la structure inflationniste endogène en zone euro est plus grave ou plus compliquée pour une banque centrale comme la BCE que ce qu'on observe aux États-Unis? Oui, juste un mot sur le système bancaire américain avant. Quand on regarde un petit peu les chiffres à la semaine des encours de crédit, on ne voit pas de crédit crunch. Il y a eu un effet très significatif et violent au moment où SVB évidemment s'est effondré. On l'a vu sur le commercial real estate, on l'a vu sur un certain nombre de parties du marché du crédit. Depuis, le crédit à l'immobilier commercial est reparti à la hausse. Il n'y a pas eu de changement de tendance sur le crédit à la consommation. On voit que la consommation tient très bien et c'est quand même 70% de l'économie. Il y a une certaine contraction des prêts aux entreprises, c'est-à-dire moins 1% depuis le début de l'année, quelque chose de cet ordre-là. En revanche, le crédit hypothécaire était déjà très, très bas, mais du coup, continue de sa légère remontée avec l'amélioration des conditions sur le marché du logement. Donc, il y a l'intention des banques exprimée au travers des surveys et il y a la réalité des chiffres depuis le stress sur SVB qui tend à infirmer plutôt le durcissement des conditions de crédit. On regarde simplement le long cours à la semaine, on ne le voit pas en fait. Et donc ça, cette partie-là, ce durcissement des conditions de crédit, qui est quand même la résultante aussi de la politique monétaire et un objectif pour la Fed, il équivaut peut-être à un resserrement en termes de hausse de taux moins important que ce qu'on pouvait imaginer au moment de SVB. Oui, ou alors peut-être qu'il est encore devant nous vers le 4e. Je ne sais pas, peut-être que ça prendra du temps à percoler dans l'économie, mais en tout cas, depuis le stress bancaire, clairement, les choses sont plutôt normalisées, en fait, et on est revenu sur la tendance ex ante. En Europe, la situation est un petit peu, évidemment, toujours plus complexe. La BCE fait face à des gouvernements qui ont fait des chèques à tout le monde et une politique budgétaire qui ne l'aide pas, en fait, dans sa lutte contre l'inflation. Donc, il y a eu l'effet, en plus, l'effet induit initial où les recettes fiscales ont été gonflées par l'inflation, la reprise, etc. Donc, on a eu tendance à être d'autant plus dispendieux. C'est toujours difficile de reprendre ensuite ce qu'on a distribué. Et donc, on se retrouve dans une situation où, finalement, on fait beaucoup de transferts aux gens. Les revendications salariales s'affirment. On voit que les gens ont conscience de la perte de pouvoir d'achat et le chômage baisse partout en zone euro. Dans tous les pays, on a des niveaux de chômage qui sont plus bas. Donc, non seulement pour des raisons cycliques, pour des raisons d'inflation passée, pour des raisons simplement de pénurie de travailleurs. Cette économie de pénurie, effectivement, c'est quelque chose qui va rester avec nous pendant un certain temps. Je pense qu'on l'a vu dans les salaires négociés, on est à 4,3, on n'a jamais eu ça en zone euro. On a les coûts salariaux au 4e trimestre dans la zone euro, c'était plus 5,7. Et donc, ça alimente cette inflation sur les services, on est autour de 5. Et c'est une inflation qui est très inerte, en fait, l'inflation dans les services. Donc, ça va durer un petit peu. Parce que la BCE est restrictive aujourd'hui,
Pas vraiment, les taux réels sont encore très, très faibles. Là où ça va devenir restrictif, c'est avec les politiques quantitatives qui vont s'affirmer. On a les remboursements forcés des TLTRO qui vont détruire à peu près 600 milliards d'euros cette année, entre juin, septembre, décembre. Et on a le quantitative tightening qui va diminuer le bilan d'à peu près 150 milliards supplémentaires. Donc là, on va rentrer peut-être dans le dur, avec probablement un effet de remontée de l'euro un peu plus affirmé, puisqu'on réduit la base d'euros, on détruit des euros. Et là, peut-être qu'on aura un petit peu plus de traction sur les décisions monétaires de la BCE. Il faut voir d'où on partait aussi. L'année dernière, les taux étaient négatifs. Et on a beaucoup de mal à sortir de cette logique avant, en plus, d'entamer des hausses de taux qui étaient inimaginables et qui ont été évidemment nécessaires. Donc voilà, je pense qu'il y a encore du chemin à couvrir. Ils vont se donner un petit peu de temps pour voir l'effet des politiques quantitatives. Et donc, ils vont s'arrêter, je pense, autour de 3,75, sachant que le resserrement passe par d'autres outils que la hausse des taux. Le risque sur les salaires, il est au regard notamment du système de négociation, de la rigidité que ça peut impliquer aussi dans un certain nombre de branches, de secteurs, c'est déjà un fait accompli, cette spirale prix-salaire, au moins, parce que les salaires sont négociés pour cette année, mais ils sont aussi négociés déjà pour l'an prochain, et même en Allemagne, peut-être même pour le début de 2025. On a déjà des options ou des perspectives de salaire déjà ancrées dans les négociations début 2025. Oui, je pense que... D'ailleurs, peut-être la force des entreprises aujourd'hui, c'est quand vous êtes en capacité de lâcher un petit peu sur les salaires, c'est aussi que vous savez que vous avez la marge pour le faire et vous maîtrisez un petit peu le timing de la hausse de vos coûts. Donc, c'est un signe de confiance des entreprises. Un signe de confiance des entreprises. On l'a vu sur, je crois, IG Metall en Allemagne où c'était 5 plus 3. Et donc, on a pour donner 8 de hausse de salaire. Mais donc, on a ce coup d'avance quand même pour les entreprises qui permet de maintenir les marges élevées. Wilfried, sur la zone euro, alors dans bon, il y a eu la révision du PIB négatif, effectivement, au T1. Après, les perspectives italiennes de croissance ont été révisées à la hausse. Ouais, et puis si on enlève l'Irlande, on est plus négatif. Oui. Bah oui. Donc en fait, sachant qu'Irlande a quand même des effets fiscaux qui sont quand même très importants. Le PIB irlandais, c'est 5 entreprises, quoi. Voilà. Donc je pense les impôts payés par 5 entreprises, à peu près. Se focaliser sur le moins 0,1 alors que hors Irlande, on est ça me paraît un peu non, mais on a parlé aussi de la note française. Moi, je vois que l'Italie, que le Portugal, va être sans doute gradé par Moody's. La Grèce également va revenir en investment grade, etc. Non, je pense que la problématique de la dette, elle est au centre de beaucoup d'interrogations. C'est-à-dire qu'on a alourdi l'économie mondiale globalement avec des masses de dette considérables depuis 2008 et encore plus depuis la pandémie. Et ça rend les décisions économiques, on parlait des banques centrales, mais les décisions économiques de tous les acteurs extraordinairement complexes. Parce que l'économie réagit plus du tout de la même façon que ces réactions qu'elle pouvait avoir dans les années 80-90 quand on avait encore des taux d'inflation et des niveaux d'indicateurs qui pouvaient être comparables à ce qu'on a aujourd'hui. En fait, aujourd'hui, la masse de dette et l'impact de ce levier dans l'économie est tel qu'en fait, on ne sait pas exactement comment est-ce que l'économie, comment est-ce que les banques, comment est-ce que les ménages, comment les entreprises vont réagir à tout ça. Et c'est pour ça que ça devient très important aussi de piloter d'une certaine façon la note des émetteurs. Et j'ai compris, moi je regardais comment est-ce que le Trésor français et Bercy se débattaient comme des beaux diables pour effectivement éviter d'avoir une dégradation de la note française, parce que les impacts en termes, après, pas tellement sur la dette française. On sait très bien que la dette française, en plus, on a les meilleurs commerciaux du monde. Donc, dans les agences France Trésor, c'est quand même l'élite de Bercy. Hein. C'est quand même le sac Hermès de la dette mondiale. C'est à un moment donné, on fait la queue pour avoir la chance d'acheter la dette qui vous permet exactement d'avoir la dette sur mesure, telle qu'on en aimait tellement, c'est sûr, telle que vous en avez toujours voulu. Est-ce qu'on se fiche de la notation de SR? On n'a plus que ça pour essayer d'apporter un sérieux budgétaire, essayer de préserver une perspective ou une notation. Non, mais ça veut dire que pour l'État, c'était pas si important que ça, encore que après, effectivement, sur l'échelle de temps, ça commence à compter. Mais c'est surtout qu'en fait, vous faites remonter les taux
de financement de votre économie par ricochet sur tous les niveaux de dette. Les agents. Ah oui. Voilà, et à la fois les ménages, les entreprises, etc. Et donc ça pèse de plus en plus. Et dans une économie, une fois de plus, qui est en particulier du côté des entreprises, qui est extrêmement endettée. En France, on est extrêmement endetté. Il faut faire attention à ça. Alors, il y a des remboursements de PGE qui vont avoir lieu, mais on a quand même un niveau de levier, quand on compare à nos petits camarades dans les entreprises, qui a un niveau de levier qui est quand même significatif. Et donc ça, c'est un sujet qui, je pense, est dans la tête de tout le monde sur comment est-ce que le cycle peut se dérouler avec un niveau de dette qui n'a rien à voir avec ce qu'il a été précédemment et avec cette incertitude très forte sur les coûts de financement de l'économie et ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que... Qu'est-ce qu'on prend en compte comme inflation en fait Fondamentalement, c'est ça. C'est-à-dire que moi, je regarde parfois avec un peu un petit sourire un peu ironique en disant finalement quand les chiffres d'inflation déplaisent, on en prend d'autres. Parce qu'effectivement, les chiffres d'inflation, les 2% d'inflation, c'est dans les objectifs, c'est 2% d'inflation. On n'a jamais. C'est que tout le monde maintenant prend les stats nationales. Moi, je n'ai toujours utilisé que l'indice harmonisé des prix européens, Eurostat, pour comparer. Et depuis qu'il y a de l'inflation, chacun est sur son petit chiffre domestique. Et on veut surtout pas voir le chiffre harmonisé. Mais surtout, ça veut dire que qui est toujours un peu plus élevé. En tout cas, en France, c'est le cas. C'est extrêmement fragmenté. Ouais. C'est-à-dire que raisonner en moyenne, c'est extraordinairement dur. Oui. Et donc, effectivement, derrière, par quel bout est-ce qu'on prend ça ? C'est extrêmement. Pour moi, c'est vraiment la clé. C'est le niveau de dette. Comment une économie va réagir avec ce niveau de dette, avec ce niveau qui, moi, je pense, est déjà très restrictif et avec des niveaux de taux d'intérêt réels quand on se projette sur l'inflation future, qui sont déjà, pour moi, légèrement positifs, voire très positifs. C'est pas des niveaux négatifs, c'est pas vrai. En tout cas, Mais d'où l'importance du marché du travail. Je veux dire, s'il y a ce débat sur la mesure de l'inflation, etc., une manière de regarder peut-être assez simplement les choses avec des chiffres qui sont quand même très sérieux, très pertinents, c'est de regarder justement la tension qu'on a sur le marché du travail. C'est ça qui pilote quand même beaucoup des décisions des banques centrales aujourd'hui. Oui, mais la tension sur le marché du travail, mais n'a jamais été un indicateur avancé dans l'économie. Jamais. Non, mais les chiffres européens, les chiffres européens, vu la structure sociale d'accompagnement du travail en France, notamment, c'est des chiffres qu'on peut avoir de manière très précise, très fiable, qui ne sont pas si retardés que ça. Le chiffre NFP est révisé très très longtemps après. Les chiffres d'emploi en France, ils ne sont pas révisés. Mais ils sont instantanés. Mais ils sont fiables, instantanés et pas révisés. De piloter l'économie en regardant dans le rétroviseur, bon sang de bon sang. Non, mais c'est vrai. À un moment donné, on se focalise sur les indicateurs les plus retardés. On regarde, on vient de discuter du PIB, l'indicateur retard, le chômage, indicateur de retard. Non, on peut regarder les intentions des entreprises. Il y a des enquêtes aussi autour du travail. C'est en train de tomber, c'est en train de plonger. Les indicateurs sont en train de plonger. Donc, en tout cas, en termes de différentiel, on n'est pas du tout sur un différentiel positif. Alors après, on peut dire oui, ça va rester, etc. Mais il n'y a aucune enquête qui nous dit ça va continuer à monter. Axel, à quelles données on se fie ? Non, mais c'est une question vaste, mais c'est vrai que pour piloter la politique monétaire aujourd'hui, c'est quoi l'indicateur pertinent ? L'indicateur pertinent, je pense que c'est tous les indicateurs de transmission de la politique monétaire, savoir si on a l'objectif recherché en termes au jour d'aujourd'hui, du durcissement des conditions de crédit. Ça, il va falloir voir au moment où ils auront atteint le... Donc c'est les enquêtes de crédit, distribution, production de crédit, nouveaux, conditions. Exactement. Je pense que ça peut être un indicateur. Je pense que malgré tout, le niveau du chômage nous renseigne beaucoup à la fois sur le potentiel restant d'augmentation de la liquidité sans tension, de l'activité sans tension. Ça, je pense que on ne sait jamais trop où se situe le niveau de chômage qui n'accélère pas l'inflation, mais quand on est au plus bas historique dans beaucoup de pays, on peut raisonnablement penser qu'on est dans une phase qui est propice à l'accélération de l'inflation. On sait que l'inflation, peut être bénéfique un petit peu cycliquement, mais à terme, c'est quelque chose qui pèse sur tous les budgets. Donc, et y compris le budget de l'État, d'ailleurs, parce qu'au-delà de l'effet initial de gonflement des recettes par l'indexation des prix, vous cristallisez aussi des niveaux de dépenses qui sont beaucoup plus difficiles à défaire ensuite. Donc, c'est une mauvaise bonne nouvelle. Je comprends. C'est une bonne nouvelle malheureuse initialement. C'est quelque chose c'est une mauvaise nouvelle. qu'il faut malgré tout. Je pense qu'il y
y a un bénéfice à avoir une prévisibilité de l'inflation et il faut préserver un environnement au moins de stabilité. Alors peut-être que 2 c'était trop bas, peut-être que on peut mais c'est le mot stabilité qui est important là. C'est le mot stabilité, c'est l'incertitude qui va avec et qui engendre peut-être de mauvaises décisions de la part des acteurs privés quand elle est trop volatile. Xavier, pour poursuivre la discussion, je voulais qu'on dise un mot de la Chine. Pourquoi il n'y a pas d'inflation, mais pas du tout d'inflation en Chine, alors que même au Japon, il y a de l'inflation. Non, mais c'est le seul endroit au monde où il n'y a vraiment rien qui se passe de ce point de vue-là. Tu as raison, parce que moi je ferai un parallèle qui sera audacieux pour beaucoup d'entre nous. Pour moi, la situation chinoise, c'est une situation japonaise. Revue et corrigée. Parce à l'échelle chinoise. À l'échelle chinoise, mais vieillissement démographique et crise immobilière. Et le parallèle est troublant. Et donc, ils sont dans cette phase de transition de modèle qui va être très très compliquée. Ils sont à la fin de leur 30 glorieuses, donc ils sont à la conjonction de plein de champs de contraintes, dont le vieillissement démographique est quand même une contrainte majeure, et là pour le coup déterministe. Et la façon dont ils ont traité le Covid est quand même, moi je trouve, très très intéressante. Comment ils ont traité le Covid au fond? Ils sont à l'origine du Covid, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils se barricadent pendant 3 ans et ils laissent le reste du monde chercher l'immunité collective. Et quand le reste du monde a atteint l'immunité collective, ils rouvrent les frontières. Donc ça te donne l'idée quand même. C'est une très grande puissance, c'est la puissance dominante, c'est le milieu, mais la puissance du milieu. Mais je pense ils ont un tel champ de contraintes que, à mon avis, ils rentrent dans une forme de déclin paradoxalement. D'accord. Et donc la pression déflationniste emporte tout, quoi. Voilà, c'est ça. Parce qu'ils n'ont pas réussi à mettre en place ces institutions pour pouvoir basculer dans un modèle de consommation interne. Et en même temps, ils ont une crise immobilière qui vient détruire une partie de l'épargne. Et donc ça, c'est très compliqué. Si tu veux, pour favoriser un modèle de consommation interne, il faut toute une série d'institutions. D'ailleurs, on voit que la revanche du consommateur chinois, elle n'est pas du tout de l'intensité de ce qu'on a vu aux États-Unis ou en Europe. On a plaqué nos schémas occidentaux. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de sécurité, oui. Oui, mais ils ont vu la mort en face. Oui, c'est pas 30 000, 40 000 morts, comme le disent officiellement les statistiques. Oui, bien sûr. C'est des dizaines de millions de morts auxquels ils ont été... La psychologie collective en Occident a été affectée aussi. Mais en Chine, je pense qu'on n'imagine pas l'impact que ça a eu. Et donc, il y a une interrogation sur le pouvoir politique qui, lui, renforce le dispositif. Mais si tu veux, ça, au lieu d'assouplir, au lieu de créer... Donc, ça ne favorise pas ce basculement vers la consommation interne. Et donc, on va avoir un modèle économique qui va commencer à gripper. Et puis, le vieillissement de la démographie de la population active, plus l'atteinte de la frontière technologique... Là, je veux dire, c'est bon, ils rentrent dans une phase de stagnation et peut-être même que quand je rigolais sur le modèle japonais, mais à mon avis, ils n'en sont pas très loin. Donc là, pour le coup, le Japon nous indique que ça peut durer des décennies. Je demandais à un investisseur émergent qu'est-ce qu'on a raté sur la Chine, parce qu'il y a un peu de déception. Il me dit, là où on s'est trompé, c'est qu'on pensait qu'ils avaient accumulé de l'épargne excessive et que non, c'est de l'épargne de précaution. Exactement. Non, moi, ce que je trouve très, très juste, c'est qu'effectivement, on voit en Chine se développer, si on utilise un terme un peu pédant, une mentalité obsidionale, c'est-à-dire effectivement une mentalité d'assiégé, avec la volonté de monter les murs, les douves, les herses, les crocodiles, pour être absolument protégés. Et ce qui est très frappant, c'est que, pour rebondir sur ce que disait Xavier, c'est que lorsqu'on regarde par exemple les modèles d'intelligence artificielle chinoise, ils marchent beaucoup moins bien aujourd'hui, ils sont beaucoup moins performants que les modèles occidentaux, parce que justement le pays est totalement fermé. Et donc la masse de données dans lequel... qui vient nourrir l'IA, oui. Dans lequel la connaissance d'une certaine façon est vectorisée. Ces modèles d'apprentissage en fait vectorisent la connaissance à partir d'une masse de langage. En fait, c'est beaucoup moins riche. Parce que c'est beaucoup moins ouvert, parce qu'il y a beaucoup moins de confiance, d'innovation, de circulation. Et donc les modèles tels qu'ils nous ont été présentés, en tout cas qu'on sent un tout petit peu depuis l'extérieur, les modèles de Baidu ou d'autres, sont avec une génération aujourd'hui de retard par rapport aux derniers modèles, que ce soit les modèles de Bard de Google, de ChatGPT de Microsoft et d'OpenAI. Et ça, c'est le reflet de l'enfermement de la Chine. Et ça, c'est effectivement le reflet du problème qui commence à arriver véritablement là, concrètement, dans l'économie.
il va falloir ouvrir d'une certaine façon. Et donc là, le dilemme chinois va être absolument horrible. C'est soit effectivement, je renonce à cette mentalité de je recrée l'empire du milieu et finalement, vous venez vous agréger autour de moi et vous faites partie de l'empire. Il n'y a même pas de nation, vous faites partie de l'empire. Ou alors je m'ouvre. Et dans ce cas-là, je renonce à tous mes principes de socialisme à la chinoise et le fameux premier principe de Xi Jinping, que je rappelle régulièrement, des 14 principes, assurer le leadership du Parti communiste chinois sur toute forme d'organisation sociale en Chine. Le premier principe qui est inscrit dans la Constitution, auquel cas, effectivement, ça rend, je pense, tous les investisseurs un peu songeurs. Oui. Axel, je reviens à ma première question. Pourquoi il n'y a pas d'inflation en Chine? Qu'est-ce que ça implique? Est-ce que pour nous, reste du monde, c'est idéal d'avoir quand même un filet de reprise en Chine, mais ni trop chaud, ni trop froid? Ce serait idéal. Alors, ce qui est assez bizarre, c'est qu'en assez peu de temps, on a craint la reprise chinoise. Oui, bien sûr. À la fin, en décembre, on craignait l'impact de la reprise industrielle chinoise sur les prix des matières premières, etc. Il y a eu un engouement sur les prix des matières premières qui s'est évidemment dissipé depuis quelques temps. La consommation, malgré tout ce qu'on dit, la consommation, c'est le seul truc qui surnage en Chine encore, mais effectivement, elle est capée par les effets patrimoniaux durables liés au marché du logement. C'était là, parce que effectivement, il y a une contrainte sur les sorties de capitaux en Chine, il y a une contrainte de capacité des marchés financiers en Chine, qui fait que le logement capte l'essentiel de l'épargne des Chinois. Et donc, quand on a un retournement d'une ampleur telle qu'on a connue en 2022, forcément, ça a un impact très fort sur la consommation. Du point de vue démographique, je concours tout à fait. Pour donner juste un chiffre et donner l'ordre d'idée des problèmes chinois, c'est la population active, elle s'est contractée de 47 millions l'année dernière. 47 millions, ça a l'air d'être rien à l'échelle de la Chine. C'est toute la population active de l'Allemagne, par exemple. C'est un peu, alors évidemment, la productivité moyenne n'est pas la même, mais c'est le type de choc auquel seront confrontés régulièrement les Chinois au cours des... ils seront 500 millions à la fin du siècle, normalement. Divisé par deux. Oui, la population divisée par deux. Divisé par deux, même. Donc, c'est effectivement un frein considérable à la croissance, et avec les effets de repli, de durcissement du régime qui amplifie ce phénomène. Le conflit larvé avec les Américains les aide pas non plus, et ils vont accumuler de retard dans ces nouvelles technologies avec la pression américaine, c'est sûr. Et ils seront jamais première économie mondiale. Vu ce que vous décrivez, ils le seront peut-être ponctuellement, mais ça ne sera pas une tendance, ce ne sera pas une suprématie installée, quoi. Pour faire, voilà, c'est la productivité. Il doit y avoir un miracle de productivité en Chine pour que ça arrive. Petit tour de table, il nous reste 2 minutes là pour dire un mot. Bon, les actions mondiales, je regarde quand même les grandes classes actives, c'est ce qui a offert jusqu'à présent le meilleur retour depuis le 1er janvier. On voit l'indice de volatilité, alors, indice de stress, indice de la peur, bon, à moins de 14. Ouais. On ne peut plus trop parler de pessimisme à ce niveau-là. Ça va. Wilfried. On a connu plus bas quand même, en 2000. Oui, on était à 10, moins de 10 à un moment, au moment de la grande complaisance. 2014-2015, oui. Autour de 7-8. Oui, et puis il y avait quoi, un espèce de Volmageddon, c'est ça aussi, à un moment. Ah, ça c'était 2018. C'est plus tard, ça. Bon, on arrive bientôt à mi-année. Qu'est-ce qu'il convient de faire? Moi, je vais être conforme à mon scénario qui voit les taux en fait baisser. Et quand les taux baissent, à un moment donné, c'est favorable en fait au marché action. Donc moi, je suis plutôt relativement positif sur le marché action, parce que je pense que même si la croissance peut baisser, si les taux baissent parce qu'il y a une récession ou parce qu'il y a moins de croissance, le marché action peut tenir. Si on garde un tout petit volant d'inflation supplémentaire, c'est autour de 3%, et une croissance à zéro, même légèrement négative, ça veut dire que notre PIB nominal continue à monter, donc ça veut dire que les boîtes peuvent continuer à monter les profits, et si en plus, effectivement, on a cette anticipation de baisse de taux, c'est favorable au marché action, donc plutôt favorable au marché action. Vous adhérez à la démonstration? Oui. Non, mais c'est sans avoir le même... En termes d'investissement... Pour l'instant, on est dans un environnement où, oui, la croissance nominale est là, donc croissance du chiffre d'affaires, croissance des earnings. La seule question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'à un moment ou à un autre, les structures de coûts vont rattraper la croissance de l'activité? C'est ça, parce que derrière, il peut y avoir la récession bénéficiaire.
Donc pour l'instant, on n'y est pas. On est une espèce de plateau, en tout cas en Europe. On est sur une espèce de plateau, voire légère progression. Mais c'est à bien suivre parce qu'on peut être dans un instant où, d'une certaine façon, la demande commence à fléchir. Ouais. À ce moment-là, les entreprises commencent à réagir avec des structures de coûts, notamment basse salariale, qui sont en train d'être inflatées. Et donc là, d'un seul coup, c'est l'effet un peu inverse de ce qui s'est passé sur l'année 2022. Et donc c'est ça qu'il faut suivre. Pour l'instant, on ne le voit pas. Donc c'est très rassurant. Les primes de risque ne sont pas profondément inquiétantes. Donc pour l'instant, pas de risque. Où est-ce qu'on est confortable aujourd'hui là, dans des marchés globaux tels que vous les regardez, tels que vous les suivez, Axel ? Je pense qu'on est assez confortable effectivement sur les actions, cette capacité de résilience des marges, cette protection naturelle contre l'inflation, je pense est assez appréciable encore. Sur le crédit, on est assez confiant aussi, le crédit d'entreprise, avec des spreads contre Bund autour de 170 points de base, ça se regarde, en particulier sur la partie courte. Finalement, c'est un des endroits où vous avez très peu de volatilité depuis le début de l'année. Le crédit, vous avez des rendements autour de 4%, très réguliers. Ça bouge un petit peu avec les spreads ou les taux. Ça se comporte plus comme les actions que comme l'obligataire, le crédit aujourd'hui. Oui, effectivement, mais il y a le spread a un petit peu compensé les taux, ce qui fait que si vous regardez uniquement le taux actuariel de la classe d'actifs, vous êtes autour de 4 depuis le début de l'année, avec une stabilité qui est assez remarquable en euros. Sur le high yield, on a peut-être un petit peu d'excès sur les plus mauvaises signatures ces derniers temps, mais là, ça paye encore des primes autour de 500 points de base. Le haut du panier du high yield est totalement achetable, avec un risque de défaut qui reste relativement maîtrisé. Et puis, il y a toujours ce risque qui est peut-être sous-pricé d'inflation, et donc qui laisse un petit peu de place aux emprunts indexés, je pense. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, invités de Planète Marché ce soir. Axel Bott, Ostrom Asset Management, Wilfried Galland, Montpensier Finance et Xavier Patrolin, Albatros Capital. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque deuxième vendredi du mois à 17h45. C'est notre rendez-vous avec les équipes de Yomoni et son directeur de la gestion, Olivier Malteste, qui est avec nous en plateau. Bonsoir Olivier. Bonsoir. Merci d'être là et merci à nouveau de nous faire profiter des enseignements de votre observatoire ETF qui permet de revenir sur les tendances très récentes des dernières semaines en matière de flux de collecte, en matière de lancement de nouveaux produits, etc. Que peut-on dire d'ailleurs de la dynamique de collecte, de flux qu'on a pu observer ces dernières semaines, sur le courant du mois de mai, pour dire les choses, Olivier, on avait déjà noté effectivement que le rythme de collecte par rapport au rythme qu'on a pu observer l'an dernier, 2021-2022 ont été des années énormes de ce point de vue-là. Est-ce qu'on est à nouveau sur un rythme de croisière là au mois de mai ? Alors on est encore sur un petit mois, on est à 6,3 milliards sur le mois de mai, on vient de 10 milliards sur le mois d'avril pour mémoire. D'accord. Donc on a un ralentissement. C'est pas non plus très étonnant parce que le mois de mai, historiquement, est toujours un peu plus bas aussi. C'est toujours un mois qui est relativement calme. C'est peut-être la crainte du fly away. Mais oui, la saisonnalité, mais bien sûr. Saisonnalité. Et puis c'est vrai que de plus en plus, on voit que le monétaire redevient une classe d'actifs aussi intéressante. Et on va peu chercher du monétaire en ETF. Donc tout ça peut peut-être expliquer que ça. Donc on est à 6,3 milliards sur le mois de mai. Donc un petit mois, mais bon, quelque chose quand même de relativement honnête, globalement. Oui, effectivement. Bon, venant de 10 milliards le mois précédent, au mois d'avril. Qu'est-ce qu'on peut dire de la manière dont la collecte s'est répartie en fonction des grandes classes d'actifs ? Alors, par rapport au mois d'avril, c'est la même chose. C'est-à-dire que c'est encore le marché obligataire qui collecte le plus. Donc ça, c'est des choses qui sont relativement rares. Traditionnellement, c'est plutôt le marché action qui collecte le plus sur les ETF. Donc là, pour la deuxième mois consécutif, c'est vraiment le marché obligataire avec un peu plus de 3 milliards. Donc 3,2 milliards sur le marché obligataire contre 2,1 milliards sur le marché action. Donc c'est vraiment une collecte beaucoup plus obligataire sur le mois de mai. Les matières premières font une toute petite collecte, mais c'est dans la moyenne. C'est pas vraiment des actifs à ETF. Et puis voilà, donc on est globalement sur une collecte tirée encore par les marchés obligataires. Qu'est-ce qui a intéressé les investisseurs dans la sphère obligataire, dans la sphère action ? Alors dans la sphère obligataire, c'est les obligations toujours européennes, donc d'entreprises, mais vraiment sur le long terme, qui ont continué à intéresser vraiment en termes de collecte et en termes de souverains, donc d'États à la fois sur les États-Unis surtout et aussi un petit peu sur l'Europe. Donc ça, c'est vraiment les thèmes qui ont intéressé. L'obligation européenne investment grade de court terme, par contre, elles ont plutôt été en retrait, donc ont eu des sorties.
sorties. Les marchés émergents aussi ont connu sur le marché obligataire des sorties. Et toujours les obligations high yield. On voit que les investisseurs se méfient et ne trouvent pas suffisamment de spread en fait, pour rester Il y a positionnés. un risk-reward qui est plus aussi intéressant que ça, y compris sur la dette à haut rendement. Oui, tout à fait. Et donc ça s'observe sur le marché des ETF aussi également. Sur la partie action. Alors sur la partie action, donc c'est vraiment toujours le même thème que les mois précédents, c'est-à-dire vraiment les grosses capitalisations en premier lieu. Depuis, ça c'est vraiment le thème qu'on observe depuis 2023 et qui continue sur ce mois-ci. Les actions aussi japonaises qui continuent à bien collecter, qui continuent à bien intéresser. Donc ça c'est vraiment sur les thèmes qui intéressent. Les émergentes, évidemment la croissance, les thèmes de croissance aux US avec les thèmes de l'IA et des technos. Forcément, ça a bien tiré aussi et attiré les flux des investisseurs sur ce mois. Ce qui a moins intéressé, donc là où on a eu des sorties, on a eu des sorties sur le marché suisse de manière relativement importante et également sur les secteurs de l'énergie, la value US aussi. Et à noter, c'est peut-être un peu plus anecdotique, mais aussi vraiment spécifiquement sur l'Allemagne. Alors c'est peut-être l'entrée en récession qui a provoqué des sorties au niveau des actions allemandes. Mais voilà. Ouais, effectivement, des petites poches comme ça de sortie ou de moins d'intérêt, effectivement, sur la partie action. On a déjà beaucoup parlé de l'ESG avec vous, mais pour constater qu'il y avait eu un calage quand même un peu sur la thématique ESG. Il y avait eu un calage en début d'année. C'est un petit peu revenu le mois dernier déjà. Ouais. Ce mois-ci, ça se confirme. D'accord. Donc, sur le marché obligataire, donc retour de la collecte ESG, tout actif confondu. Alors, sur l'obligataire, on est à 30% environ de la collecte qui va sur l'ESG. Donc c'est pas mal pour le marché obligataire. Oui. C'est quand même, historiquement, c'est relativement soutenu. Sachant que l'offre n'est pas aussi développée que sur le marché action. Oui, c'est ça. Il y a moins de thèmes. Au niveau des thématiques, c'est beaucoup plus restreint. Donc il y a beaucoup de filtres. C'est quelque chose qui est pris en main. Mais c'est quand même moins intéressant en termes de thématiques vraiment sur le marché obligataire. Et donc 30%, c'est une bonne moyenne. C'est une moyenne plutôt haute historiquement. Donc ça, on a cette collecte-là. Et ce qui est très intéressant, c'est sur le marché action. Parce que je vous ai dit que le marché action avait globalement collecté, donc toutes les classes d'actifs ont collecté. Mais lorsqu'on fait la ségrégation entre non-ESG et ESG, en fait, c'est l'ESG qui a collecté. Et le non-ESG, par contre, a connu des retraits globalement. Donc, c'est les 2,1 milliards qu'on a eu de collecte globale en actions. On est à 2,9 milliards sur l'ESG. Et on est en retrait de 800 millions sur le non-ESG. D'accord. Et ça s'est déjà observé historiquement. En septembre 2022, on avait déjà eu une collecte en ESG alors qu'il y avait une décollecte sur le non-ESG. Ouais, je comprends. Au global, ce qui était intéressant, c'est qu'en septembre 2022, on avait une décollecte globale sur les actions. Là, le flux ESG permet de compenser le flux. Et de maintenir une collecte positive. Voilà. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut dire des émetteurs, du palmarès des émetteurs à l'issue du mois de mai? Bon, pour la première place, il n'y a jamais beaucoup de suspense. Non, c'est un peu comme et je ne suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup encore devant nous, en tout cas pour quelques mois, voire quelques trimestres, et pourquoi pas quelques années. Toujours BlackRock, effectivement, premier. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'on passe de 10 milliards à un peu plus de 6 milliards en collecte. Ouais. Donc c'est une réduction. Ça fait de 50%, mais une forte réduction. Ouais. Et BlackRock collecte un peu plus que le mois dernier. Donc il continue à gagner des parts de marché. Ils ont un peu la force tranquille, donc quand on les interroge, ils disent aussi, et c'est vrai qu'ils ont une très grande offre obligataire, et donc quand les collectes arrivent sur l'obligataire, ils sont favorisés par leur offre et le positionnement de leur gamme par rapport aux concurrents. Donc toujours BlackRock en premier. Quand on regarde un petit peu sur les encours, c'est vraiment très impressionnant lorsqu'on voit la part de marché. Lorsqu'on regarde les trois plus gros providers qui sont BlackRock, Amundi et DWS, à eux trois, ils représentent 70% du marché, et BlackRock a environ 44-45% du marché des ETF européens. Donc c'est vraiment un gros mouvement. Ensuite, on a Amundi qui reprend sa deuxième place sur le flux du mois. Donc ils sont en 4e position de mémoire depuis le début de l'année, 3e ou 4e. Mais ils sont, là, ils reprennent leur positionnement normal. C'est-à-dire c'est le deuxième provider d'ETF. Et là, ils ont collecté, ils sont en deuxième place sur la collecte du mois de mai. Dans les perdants, oui, bien sûr. UBS qui avait fait des bonnes collectes jusqu'à présent, qui là a subi les retraits sur le marché action suisse fortement, parce qu'ils ont deux ETF sur cette zone-là qui ont eu des gros rachats. Et donc, ils sont là pour l'instant en décollecte globale, du coup, depuis le début de l'année. Et donc, ils ont un mois de mai un petit peu difficile suite au flux, notamment sur la Suisse.
qu'est-ce qu'on peut dire des nouveaux produits qui ont pu être émis au cours du mois de mai, Olivier? Déjà, il n'y en a pas eu beaucoup. Non, il n'y en a eu que 2. Ouais. Donc c'est aussi calme, Ouais, aussi c'est calme ça. en termes de nouveaux produits. Ouais. Des produits très spécifiques. On a un produit d'UBS qui est sur les matières premières, sur lesquelles il y a un ETF un petit peu intelligent en termes de... lorsqu'on investit sur les matières premières, on utilise beaucoup les marchés des futurs, y compris dans les sous-jacents des ETF. Et donc là, ils sont sur des matières premières hors agriculture, hors métaux industriels et hors aussi bétail. Et ils essayent d'avoir un mécanisme de rôle au niveau des futurs. D'accord. De manière Ok. un petit peu intelligente. On sait que c'est des marchés qui sont compliqués, qui Oui. peuvent être en contango, en Spot, option, futur, etc. exactement. Oui, oui. Donc là, Ouais. ils essayent d'avoir un mécanisme un peu intelligent pour couvrir ça. Donc c'est la nouvelle offre côté UBS. Et on a une autre offre, donc la plus ESG, donc sur un ETF article 9, sur Rise ETF, qui est un petit émetteur d'ETF, ils existent depuis 5 ans, et qui là va chercher à faire de l'économie circulaire, donc à faire des paniers qui favorisent toutes les entreprises qui favorisent l'économie circulaire, ce qui fait partie de la taxonomie européenne. Donc un ETF article 9. Il y en a d'autres sur ce thème-là, BNP en a un, mais celui-là, la spécificité Il est est neuf. l'article 9. Ouais, c'est ça. Et on sait que c'est toujours... On est dans l'impact, en tout cas, Exactement. la volonté d'impact la plus élevée aujourd'hui selon la classification européenne. J'ai vu que AXA IM aussi avait affiché sa volonté de pénétrer ce marché des ETF. Alors je ne sais pas s'ils pèsent d'ailleurs quelque chose aujourd'hui. Ils sont à 1,3 milliard. Oui, sur donc pas 3 grand-chose ETF, pour le pas coup. grand-chose. Mais ils ont communiqué sur une volonté Ils sont- d'être plus présents sur ce marché-là. Tout à fait. Ils sont relativement ambitieux. Ils Ouais. sont revenus l'année dernière déjà avec un ETF sur le Nasdaq, donc qui était quelque chose de relativement classique. Et là, ce qu'ils essayent de faire, c'est vraiment des ETF dits actifs. Donc ils essaient d'utiliser leur gestion active, de la mettre sous format ETF. Et ils sont relativement ambitieux puisque leur plan sur 2025, c'est d'arriver dans les 10 premiers au niveau de l'Europe. Ça fait environ 5 milliards sous gestion. Donc quand on a la taille d'AXA, les ambitions d'AXA, IM, c'est tout à fait envisageable d'avoir 5 milliards de collecte à horizon 3 ans. Mais c'est vrai que le thème est compliqué des ETF de gestion active. Ça a déjà été tenté. Mais c'est vrai que pour réintégrer le marché des ETF, il faut trouver un moyen un peu différenciant. Donc ce qui est choisi par AXA, c'est celui-là. Et c'est vrai qu'ils sont qu'ils affichent une belle ambition. Et nous, on est contents parce que il y aura d'acteurs. Bien sûr, bien sûr. Non, mais c'est intéressant cette idée. Mettre la gestion active aux frais des ETF, quoi, d'une certaine Oui, manière. c'est un peu rassurant parce que ce que vous disiez au début, en termes de flux, à un moment on a eu un petit peu peur. Ouais. Est-ce que ça, quand on voit que des gros acteurs qui étaient présents, qui étaient sortis, reviennent en fait sur le marché des je ETF comprends. et continuent à afficher l'ambition, on voit bien, nous on est complètement convaincus chez nous, que la gestion passive et les ETF vont continuer vraiment à se prendre développer. des parts de marché, à se développer. Mais c'est vrai que quand des nouveaux acteurs et des gros acteurs viennent sur le marché, Ça valide. Ça valide. Ça valide l'idée que c'est une industrie en croissance On se sent pas seul, mais aujourd'hui. ça conforte encore plus sur la volonté industrielle. Qu'est-ce qu'on peut dire pour conclure, Olivier, du positionnement des fonds ou des stratégies que vous proposez aux clients de Yomoni aujourd'hui? Alors, on est sur un positionnement défensif. On était revenu au début du mois de mai sur un 50-50. Alors, on était plutôt sur les profils diversifiés, on était plutôt enclin à prendre un peu plus d'action. Donc, on était revenu sur l'idée que le mois de mai était quand même un mois un peu compliqué, potentiellement très politique et donc potentiellement avec beaucoup de volatilité. Donc on était revenu sur un 50-50. Et là, on a décidé en fait d'être encore un peu plus prudent. C'est relativement compliqué. Enfin, je pense que sur votre plateau, on voit il y a autant d'arguments pour aller dans le sens. Exactement. Voilà. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Les positions opposées sont confortées chacune dans leur camp. Tout à fait. Donc on a eu un comité de gestion sur lequel on a beaucoup débattu. Et donc, comme en termes de conviction, on a du mal à choisir des deux côtés, on a fait un petit pas de côté en se demandant d'où était le risque. Et le risque était plus d'aller sur un marché qui allait vraiment partir à la hausse ou vraiment partir à la baisse. Nous, on estime que le risque, il est plutôt à la baisse quand on voit les performances et quand on voit tout ce qu'il y a. Donc on n'est pas spécialement inquiet, mais on préfère du coup réduire un petit peu. On garde les thèmes qu'on avait sur notamment les valeurs technologiques. On pense que l'IA va continuer à rester un petit peu, notamment parce que c'est un thème qui peut faire gagner de la productivité. Et ça fait quand même plusieurs mois, voire plusieurs années, on se demande où on va retrouver des gains de productivité tels qu'on avait pu le connaître par le passé. C'est que là, potentiellement, ça peut être le cas. Les valorisations sont importantes, mais le thème est vraiment puissant. On reste aussi sur les marchés émergents, actions, là aussi pour se diversifier. Et en termes obligataires, du coup, comme on a rajouté, on a augmenté un petit peu l'exposition, on est revenu sur du crédit, investment grade aussi, pour
quand même prendre un petit peu de risque aussi, parce qu'on n'est pas spécialement inquiet, mais comme il faut faire un choix en termes de risque, on s'est dit que le risque était plutôt à la baisse, donc on est un petit peu plus prudent en gardant nos paris tactiques de manière relativement importante. Ben oui, on prépare les portefeuilles pour la période estivale. Effectivement, les réunions de banque centrale qui arrivent, avec encore un peu d'incertitude peut-être sur le niveau final de restrictions monétaires qui sera mis en place par la Fed ou la BCE. On verra ça la semaine prochaine. Merci beaucoup en tout cas Olivier d'avoir été avec nous comme chaque deuxième vendredi du mois pour nous présenter les résultats de cet observatoire ETF mensuel, donc développé par Yomoni. Olivier Malteste, directeur de la gestion de Yomoni, était avec nous, l'invité de ce quart d'heure thématique ce soir. Très bon week-end, on se retrouve lundi 12h30 sur Bismart.